Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Peterson Seus. Donc, contente de t'avoir ce matin. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, d'où tu viens, présenter un peu comme tu veux? Ok, du coup, moi, c'est Peterson CU, j'ai 25 ans depuis hier. J'habite à Cergy-Pontoise et je fais de la gymnastique rythmique depuis que j'ai l'âge de 10 ans et demi. Je suis doctorant en sciences du sport à l'Université Paris-Saclay et je m'entraîne du coup à Antony. Je donne des cours de GR aussi à des enfants en loisirs et à des adultes en loisirs. Et, et voilà, en gros, c'est ça mon quotidien. Je donne des cours à l'université, des cours de gym et je fais de la GR. Voilà, en gros. Ok, bah, super. Est-ce que tu peux nous raconter un peu pourquoi tu as commencé la GRS et nous dire un peu ce que ce serait ta définition de la GRS, si je peux dire ça, pour peut-être des personnes qui connaissent. Je dis GRS, mais c'est un tic, ça me perturbe, on dit plus ça, la GR. Bref, dire un peu ce que c'est pour peut-être expliquer à des personnes qui connaissent peut-être pas trop exactement ce que c'est. Ok, alors, pour commencer, la gymnastique rythmique, qui avant s'appelait GRS, mais qui est devenue GR parce Ouais. que le terme GRS est un pléonasme, mais en fait, ça sert à rien de rajouter Oui, le oui, S. c'est C'est un un peu peu... ça. Mais non, mais c'est bien de le dire parce que Ouais, même à la GR, il y a encore des clubs qui s'appellent GRS, il y a encore des gens ouais, qui utilisent le terme GRS, donc c'est une erreur qui, moi, m'énerve, mais qu'en fait, c'est généralisé, donc c'est pas... ça va. C'est bien de le rappeler. Bon, bah, ça va. La, la GR, c'est un sport qui est un, un croisement entre la danse, que ce soit la danse classique et la danse libre, et la gymnastique. C'est une discipline qui met beaucoup en valeur la souplesse, l'élégance et la grâce. Et à cause de ça, c'est une discipline qui est surtout associée aux femmes. Moi, j'ai commencé la gymnastique rythmique du coup à 10 ans et demi, par hasard. Avant, Avant de commencer la gymnastique rythmique, j'avais fait de l'équitation, du badminton, de l'escalade. J'avais fait de la danse hip-hop et traditionnelle d'Haïti avec ma tante. J'avais essayé le football, mais c'était pas du tout mon truc. J'avais fait du cirque et ça, j'avais adoré. Et étrangement, un jour comme ça, je suis tombé sur une vidéo de GR de nulle part sur YouTube et ça m'a directement intrigué parce que ça ressemblait à ce que je faisais au cirque. Euh, j'ai tout de suite voulu essayer. J'ai commencé d'abord chez moi et un jour j'ai demandé à ma mère de voir si c'était possible de m'inscrire dans un club. Et le club qui est à côté de chez moi a accepté que je fasse des essais. Mais au départ, il voulait pas, enfin la présidente voulait pas m'inscrire. Et au final, j'ai fait les essais, tout s'est bien passé et j'ai commencé l'année suivante. Et j'ai commencé avec deux entraîneurs espagnols. C'est important parce que c'est en Espagne, la gère masculine est beaucoup plus développée. Et donc, ces Espagnols-là, ils avaient déjà travaillé avec des garçons. Donc, c'était pas quelque chose de nouveau pour eux. Alors qu'en France, c'était quelque chose de totalement inédit d'avoir un garçon dans un club. Du coup, j'ai commencé. Ils m'ont transmis la passion de la GR et du coup, ça fait 15 ans et je suis toujours dedans. Justement, j'allais dire enfin, que c'était pas courant, enfin, en tout cas en France, d'avoir des hommes dans la GR. Je sais que j'en ai pratiqué un tout petit peu et je pense que j'avais jamais vu d'hommes et que je me serais pas dit spontanément comme ça, il y en a qui en font parce que j'avais jamais vu. Du coup, quand tu as commencé, donc tu rencontres bah, ces entraîneurs espagnols qui finalement te permettent de te lancer, mais est-ce que ça a été quand même difficile de te lancer justement en tant qu'homme là-dedans. Et est-ce que toi, à cet âge-là, tu t'en rendais compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'hommes qui faisaient de la GR, que c'était un truc qui allait peut-être te poser des difficultés, je sais pas. Est-ce que tu avais déjà une conscience un peu? Est-ce que tu t'en rappelles ou est-ce que tu étais juste Euh, content de faire de la GR à cette époque-là? Honnêtement, quand j'ai commencé, j'avais 10 ans. Ouais, c'est J'avais ça, tu 10 t'en ans rendais et en pas fait, compte. tout ce qui m'intéressait, moi, c'était d'aller jouer quelque part. Et en fait, dans ma famille, déjà, on connaissait pas du tout la GR, donc ma mère avait pas, elle savait pas, en fait, Ouais. que ça allait être comme ça. Et honnêtement, je pense qu'elle s'en fichait parce que le plus important pour ma mère, c'était que je traîne pas dehors après l'école. Et du coup, peu importe l'activité que j'avais choisie, tant que Ouais. j'avais quelque chose à faire, c'était bien. Et
Dans ma famille aussi, il y a beaucoup de femmes, donc j'ai jamais été gêné euh, par le fait d'être entouré que de femmes. Parce que, Ouais. euh, parce que j'ai toujours été entouré surtout de tantes, de tatas, de cousines, de mamans, etc. Plus que d'oncles et tout. Et donc, à la limite, c'était plus gênant pour moi d'être dans un sport où il y avait que des garçons que dans un sport où il y avait que des filles. Euh, et donc, sur ce point-là, ça n'a pas été difficile, ça n'a pas été un élément qui m'a repoussé, le fait que ce soit un sport de filles. Ouais. Au contraire, justement, j'avais plus l'habitude de m'identifier et d'avoir des exemples positifs de femmes, donc c'était pas quelque chose de gênant du tout. Euh, et en fait, ce qui a été difficile, c'est pas nécessairement l'intégration ou le fait de vouloir se jeter dedans. C'était plus une fois que j'étais dedans, euh, gérer les soucis avec les parents, pas avec les enfants. Parce Oui. que en- de manière générale, je suis une personne assez introvertie et encore aujourd'hui c'est le cas. C'est un truc sur lequel j'essaie de travailler petit à petit. Et j'aime beaucoup la solitude. Ok. Euh, et donc de manière générale, quand je travaille tout seul. Et c'est pas que je repousse les gens ou quoi que ce soit, mais juste j'aime bien être tout seul. Quand j'ai commencé la GR, ce sont les filles qui sont venues vers moi. Ce sont les filles qui ont commencé à avoir des discussions avec moi, qui m'ont intégré, et c'est pas moi qui me suis imposé ou qui ai essayé d'aller vers elles. Au contraire, c'est toutes elles qui sont venues vers moi. Et je trouve que l'une des choses qui est très positive en GR, c'est qu'en général, les gymnastes sont très bien éduqués et sont très ouverts d'esprit, malgré l'éducation qu'elles peuvent avoir de leurs parents. Donc il y avait une grosse disparité entre la manière dont les gymnastes me traitaient et certains de leurs parents qui, eux, étaient vraiment très étriqués, voire très méchants, parce qu'en fait, ils s'adressent à un enfant de 10 ans. Et voilà, c'est surtout ça qui a été compliqué, pas tant pour moi, mais plus pour ma mère en réalité. Parce que moi, comme j'avais dit, j'avais 10 ans et en fait, je m'en fichais complètement. L'entraîneur que j'avais était vraiment très, très passionné. Et cette passion-là, elle m'habitait tellement qu'en fait, je voyais plus rien autour. Et la Gers, c'était vraiment un refuge pour moi quand j'étais petit. Mais je sais pas trop comment l'expliquer, mais ma mère a fait partie du bureau du club à un moment. Il y a des assemblées générales, il y a des réunions, etc. Et elle s'en prenait plein la tête, en fait, à chaque fois. Il y avait des insultes, il y avait plein de trucs qui faisaient que ma mère avait beaucoup de mal à gérer, parce que ma mère est une personne qui est très gentille, mais qui accorde une certaine importance au regard des autres. Ouais. Alors que moi, c'est l'inverse. Moi, tant que je te connais pas, je m'en fiche de ce que tu penses. Donc pour moi, c'était pas compliqué de gérer ça, mais pour ma mère, c'était difficile. Et par contre, c'est vrai que des fois, il y avait des situations qui étaient difficiles dans le sens où, même si moi, je m'en fichais de ce qu'ils pensaient, parfois, j'avais besoin de leur aide, entre guillemets, et cette Mhm. aide-là, ils me la fournissaient pas. Un exemple, parfois, une fois, on avait dû venir me récupérer pour aller au championnat de France, Ok. en covoiturage pour aller à la gare où il y a Disney, j'ai oublié le nom, Ah, Marne-la-Vallée. à Marne-la-Vallée pour qu'on puisse prendre le train et partir au championnat de France. Étrangement, une des mamans qui ne m'appréciait vraiment pas, donc la maman qui disait bonjour à tout le monde mais qui à moi ne me disait jamais bonjour, alors que j'arrivais en même temps que tout le monde, elle n'est pas venue me chercher. Ah, Elle n'est pas venue me chercher. bon. Et du coup, on a attendu et au final, c'est Ouais. mon frère qui a dû m'emmener à la gare parce qu'elle est jamais venue en fait. Et pas d'explication, rien. Elle est partie chercher tous les autres enfants, mais pas moi. Et Ouais. plein de petits trucs comme ça qui font que même si j'avais pas trop de mal à gérer ma socialisation avec les gens, avec les enfants, pardon, euh, parfois avec les parents, c'était très compliqué. Ouais, mais c'est intéressant parce que je pense des fois on peut se dire que les enfants, enfin, 10 ans je sais pas, mais il y a quand même un âge je trouve où les enfants justement on est méchants entre nous un Mhm. peu. Enfin, il y a vraiment toute une période où justement avec les autres, des choses comme ça, on peut être hyper méchant alors que c'est juste parce qu'on ne connaît pas ou parce que je sais pas, il y a un truc qui fait qu'on est méchant avec les autres. Et mais toi c'était vraiment justement l'inverse, enfin dans le sens où on dirait que plutôt au niveau des enfants ça s'est bien passé. Je pense que les parents, c'est un peu cliché mais j'ai l'impression que les parents dans des sports comme ça, quoi, ils vont donner une bonne éducation à leurs enfants, mais eux vont se comporter.
de manière différente. Enfin, vers des enfants en plus, alors que le rapport de force, je veux dire, bon, forcément, 10 ans, un adulte, enfin, tu peux pas lutter, tu peux rien faire. Mais en tout cas, enfin, peut-être que le fait que ta mère était aussi un moment dans le comité, peut-être que ça a quand même aidé, enfin, j'espère en tout cas, même si c'était pas facile, ça a un peu peut-être aidé que ça se passe mieux. Mais Honnêtement, honnêtement, enfin, il y a plusieurs trucs. Euh, les filles m'ont intégré parce que j'étais un garçon, etc. Mais il y avait quand même des chamailleries, il y avait quand même des disputes et tout parce que j'étais principalement en individuel et c'était plus de la méchanceté par rapport à la compétition que ouais. de la méchanceté, c'était de la concurrence, quoi. De la concurrence Mhm. d'enfants. Euh, mais c'était pas très récurrent et c'était qu'avec une ou deux personnes. Et voilà, c'était pas parce que j'étais un garçon. Après, il faut savoir que aussi, moi, j'avais un comportement qui était très explosif et du coup, je n'aidais pas en fait ma cause. Je suis parfaitement conscient et encore aujourd'hui, je travaille dessus que euh, parfois, je faisais des choses que aucune des autres gymnastes faisait en termes de comportement et que c'était pas forcément acceptable et que ça, ça donnait des arguments aux parents pour pouvoir me maltraiter entre guillemets et donc j'étais pas 100% à 100% comment dire innocent non plus hein. Et même des fois c'était moi qui cherchais enfin c'était moi qui cherchais C'était- je répondais aux agressions des parents avec d'autres trucs un peu plus sournois mais euh, je me laissais pas faire quoi même si j'étais petit Mhm. je me laissais moins faire quand j'étais petit que maintenant. Euh, donc, Ouais. ouais, non, j'étais pas innocent et il y avait quand même des concurrences entre gymnastes, mais pas parce que j'étais un garçon. Ouais, je pense que c'est normal aussi un peu la concurrence malgré tout dans un sport comme ça. Du coup, enfin, ça me fait penser à une question. C'est que de l'individuel. Est-ce que c'est un choix ou est-ce que justement l'équipe ça te tentait pas ou enfin pourquoi l'individuel finalement? De base, comme je l'ai dit, je suis assez frileux au travail de groupe, mais parce que je pense que c'est mon entourage qui a fait que je préfère être tout seul. Et donc, j'ai toujours, pardon, choisi des activités où je pouvais travailler majoritairement seul. Et quand j'ai commencé la GR, mes entraîneurs espagnols ont décidé qui allait où. Et la saison sportive en France, c'est d'abord les individuels de octobre à janvier. Et ensuite, de février à juin, je crois, c'est les groupes. Donc en général, on commence par les individuels et ces individuels-là vont composer les groupes. Mhm. Euh, mais moi, ça m'a jamais intéressé les groupes. Parfois, j'ai remplacé des gymnastes qui étaient pas là à certains cours et tout pour dépanner. Mais j'aime pas dépendre des gens. Je préfère être sûr que si je rate, c'est ma faute et Ouais. que si tout va bien, c'est moi et mes entraîneurs. Et comme ça, je sais que je peux m'en vouloir qu'à moi-même s'il y a un problème. Et j'ai essayé pendant un stage de faire, euh, de faire un ensemble. Et en fait, c'était le cauchemar c'était ce à quoi je m'attendais, en fait. Ok. Euh, c'était dans un club à Tenerife qui est assez connu et qui a un bon niveau. Et en fait, euh, elle m'avait proposé de travailler avec elle euh, leur ensemble et l'ensemble était déjà fait et donc elles avaient juste à me faire apprendre la place d'une fille qui était pas là. Mhm. Et en fait, j'avais appris très très vite, mais pas parce que j'étais bon, mais parce que comment dire, euh, quand je connais pas, j'aime bien réussir vite et donc j'essaie de comprendre très très vite. Et ça avait énervé les filles du groupe parce que elles avaient travaillé pendant très très longtemps et Ouais. que du coup, c'était pas très sympa en fait. Ça m'a encore plus repoussé tout ce qui est ensemble. Je sais que j'aime pas ça. J'aime bien regarder, j'aime bien travailler avec des ensembles, mais pour moi, non. Il y a des gens faits pour l'équipe et il y a des gens faits pour Ouais. l'individuel, ça m'étonne pas. Mm. Donc, tu rencontres tes entraîneurs. D'ailleurs, je sais pas du tout si c'est encore tes entraîneurs, si tu étais avec eux depuis enfin, longtemps ou pas, mais est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passe au début? Et j'ai Mm. regardé.
son site, etc. J'ai tout appris. Que finalement, après peu de temps en fait à t'entraîner avec eux, tu connais enfin, rapidement des bons résultats dans la GR. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passe au début et je sais pas, peut-être si tu te rappelles un peu tes premières compétitions, tes premiers résultats, comment ça se passe? Quand j'ai commencé du coup en août 2010, quelque chose comme ça, pendant un stage d'été, juste avant la rentrée. Et il faut savoir que du coup, en Espagne, ils ont une vision très différente de la GR et de l'apprentissage de la gymnastique. Nous, on a plutôt l'habitude de mettre directement les gens en compétition et de pas leur donner de temps d'apprentissage. Olivier et Mauricio, donc mes deux entraîneurs espagnols, eux, ils avaient cette vision-là de d'abord t'apprends et après tu fais de la compétition si t'es nouveau. Au départ, le club voulait directement me mettre en catégorie fédérale qui commence en septembre. Donc ça veut dire que j'aurais simplement eu un stage de 2 semaines avant de préparer les compétitions. Et Olivier et Mauricio ont dit non. Il va d'abord commencer par la catégorie régionale qui est un niveau beaucoup plus bas, mais qui commence en février, je crois, pour qu'il puisse avoir 6 mois dédiés à l'apprentissage de la gymnastique rythmique. Et ensuite, on préparera son programme individuel. Et ça a été la meilleure décision, je pense, qu'ils avaient prise en arrivant, parce que ces 6 mois, j'ai appris tellement de choses d'un coup que euh, l'arrivée en compétition, elle était beaucoup plus simple que d'autres qui viennent d'arriver, qui connaissent pas et qui apprennent directement une chorégraphie pour la compétition. Dès que j'ai commencé, j'ai eu beaucoup d'entraînement. Donc, c'était un peu comme un centre de formation pour le foot. Tu te prépares vraiment beaucoup, genre une vingtaine d'heures par semaine. Tu fais pas de compétition, mais Ok. euh, tous les jours, entre 2h30, 3 heures ou un peu plus, en fonction des jours, tu travailles que la base, la base, la base, la base, la base. Ça a été extrêmement bénéfique. Et au début, du coup, mes deux entraîneurs, c'est Olivia, c'est l'entraîneur de GR normal, et Mauricio, c'est un professeur de danse classique qui Ok. applique les principes de danse classique à la gymnastique rythmique et qui aide aux chorégraphies et qui corrige les erreurs d'exécution et qui fait énormément de choses. Et au début, j'aimais pas du tout Mauricio, mais parce que je pense que je l'aimais pas déjà parce que c'était un monsieur et Ouais. parce que il avait un tempérament très similaire au mien qui est très passionné, très fort, très explosif et ça clashait vite en fait. Au début, il voulait pas travailler avec moi Ah. parce que pareil, je pense que mon comportement n'était pas forcément le plus approprié à la GR au début. Et au final, Olivia, elle Tu lui a l'as parlé. forcé. Non, elle a pas forcé. Elle arrive bien à expliquer les choses et à te faire comprendre les choses de manière logique, mais aussi empathique. Elle a réussi, du coup, à le faire vouloir travailler avec moi. Et au fur et à mesure, en fait, je me suis rendu compte de l'intérêt de travailler avec Mauricio. Et les cours de danse classique que je supportais pas au début, c'est devenu quasiment ma partie préférée de l'entraînement au fur et à mesure. Au début, les relations étaient un petit peu compliquées avec Mauricio, mais pas avec Olivia. Avec le temps, c'est devenu en fait comme des membres de ma famille. Enfin, c'est des membres de ma famille d'ailleurs pour moi. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont compris sur moi que moi je comprenais pas, et ils m'ont aidé à passer beaucoup de cas psychologiques que j'avais du mal à passer en étant petit. Et contrairement à beaucoup de gens, ils m'ont pas jugé, genre jamais. Pendant les 6 ans, 5, 6 ans où j'ai eu une vingtaine d'heures avec eux, malgré toutes les méchancetés que j'ai faites, ils m'ont jamais crié dessus, sauf une fois. Je m'en souviendrai toute ma vie. Et ils ont toujours été, je sais pas comment dire, mais une sorte de rayon de soleil, enfin, des gens qui sont là pour toi, pour t'apprendre, pour aussi te protéger quand il y a des choses mal qui arrivent, et tu sais que tu peux te sentir en sécurité avec eux et que donc tu peux parler, euh, tu peux t'exprimer, tu peux, t'as pas besoin d'avoir peur de faire confiance. Parce qu'à la GR, il faut faire très attention à qui on fait confiance. Ou avec eux, c'est devenu des membres de ma famille avec qui euh, j'arrive à travailler sans être dans des émotions négatives. J'ai plus peur, en fait, quand je travaille avec eux. Et ça, c'est un sentiment que j'ai du mal à trouver ailleurs parce que je sais pas comment dire. C'est comme quand tu crées une relation avec quelqu'un et que d'un coup, tu dois
essayer de trouver ça avec quelqu'un d'autre, sauf que c'est impossible parce que c'est quelque chose d'assez unique. Une relation entre gymnaste et entraîneur, c'est très parental, mais c'est très, c'est très fort en fait, et c'est difficile de trouver, quand on a déjà trouvé une personne ou deux, c'est difficile de retrouver ce sentiment-là ailleurs. Et du coup, maintenant, je m'entraîne avec eux, surtout pour préparer les championnats d'Espagne. Donc ça veut dire que aux alentours de juin ou juillet, en des... ça dépend de la date de la compétition, j'essaie d'aller chez eux pour pouvoir préparer les compétitions directement avec eux. Parce que eux, ils habitent plus en France maintenant. Ok. Ouais, donc, tu Mhm. as gardé une relation quand même depuis tout ce Ah temps. oui, je Vraiment, parle tout le temps avec eux, mais on se voit en général une fois par an pour les ok. championnats. Non, mais c'est Mhm. super intéressant et tant mieux pour ça, je veux dire, d'entendre ça, parce que je pense que on voit beaucoup d'exemples justement de relations entraîneur-athlète, gymnaste ou n'importe quoi qui justement se passent très mal ou qui sont pas dits, mais où tu vois que c'est pas, enfin, qu'il y a une sorte de tension. Il y a, quand tu trouves enfin, les bons entraîneurs pour toi en tout cas et que ça marche bien, je pense que c'est tellement bénéfique après pour Mhm. le sport, les entraînements. Au niveau de tes un peu de tes enchaînements. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment, enfin, j'imagine que ça a évolué depuis le temps, mais aujourd'hui, comment tu les prépares? Est-ce que c'est toi qui les crées ou est-ce que c'est fait justement avec tes entraîneurs? Comment ça se passe? Alors, bah justement, dans les méthodes d'apprentissage d'Olivia et Mauricio, en fait, quand on était petit, ils nous, ils nous donnaient, en fait, ils faisaient une grosse playlist de musique de GR, et ils venaient en début d'année au stage avec, et euh, pendant l'échauffement d'une heure, ils nous faisaient tout écouter. Et chacun choisissait une musique qu'il appréciait et qu'il aimait bien et tout. Et on commençait à faire des chorégraphies dessus en fonction de si ils étaient d'accord, si la musique t'allait bien ou si elle t'allait pas bien, tu devais en choisir une autre. Et donc on avait déjà un petit peu de marge de manœuvre nous-mêmes sur les choix qu'on pouvait faire pour nos chorégraphies. Et à force d'avoir ce petit élan créatif, bah du coup, quand ils sont partis, je savais plus ou moins comment créer une chorégraphie pour moi. Et comme j'avais passé des diplômes de juge, je comprenais un peu comment le code fonctionnait. Et Mhm. donc, j'ai commencé à faire mes chorégraphies tout seul euh, quand je suis arrivé à Antony. Et la manière dont je fonctionne, c'est que tout au long de l'année, euh, toutes les musiques que j'entends partout, si elles me plaisent, je les mets quelque part et je les réécoute au moment où je dois choisir pour un engin une musique pour faire de la chorégraphie. En général, j'ai trop de musique et c'est ça qui est un peu compliqué. Mais une fois que j'ai choisi la musique, j'essaie de mettre sur papier tous les éléments que je vais faire, les éléments techniques qui sont, pas qui sont obligatoires, mais que je vais forcément faire, et des éléments que je trouve jolis, etc. Je me fais d'abord la chorégraphie en tête des centaines de fois. Et le jour où je vais à l'entraînement, j'essaie tout avec mes écouteurs dans les oreilles pour voir si ça passe vraiment sur le temps ou pas. Si ça passe pas, je change, etc. Et j'essaie toujours de prendre des inspirations assez profondes pour moi, parce que c'est comme ça que j'ai appris à faire des chorégraphies. C'était souvent avec une histoire assez spécifique. Chaque musique a une histoire, même si elle est très profonde ou au contraire très superficielle. Il faut qu'il y ait quand même un caractère à suivre, une, une petite histoire. Et du coup, je choisis la musique, j'essaie de créer une histoire, je prends les éléments que je dois faire et je les case en fonction des phrases musicales. J'essaye à l'entraînement. Si c'est pas bon, je change. Et ça fait une première version d'une chorégraphie. Ensuite, je la présente aux premières compétitions. Je vois euh, avec les entraîneurs d'Anthony ce que les juges ont dit, ce qui compte et ce qui ne compte pas. Et en fonction, je change les éléments pour que ce soit à la fois artistique, mais aussi suffisamment technique pour avoir de bonnes notes. Donc voilà un peu comment je fonctionne pour créer des chorégraphies. Après, en GR, on n'a pas trop de choix, il faut se caler, Ouais. il faut se caler aux notes Il et y a beaucoup de essayer. règles, mais Ouais, oui, oui, oui. Alors, on a vu un peu comment tu crées justement tes enchaînements, etc. Et au niveau de
tes entraînements, un peu comment ça s'organise un entraînement de GR. Alors, un cours basique de GR, euh, en général, ça dure 3 heures ou Ok. un petit peu plus. Et enfin, de mon expérience, parce que du coup, ça va changer, ça doit changer, je pense, de club en club. Mais en général, on a 1 heure dédiée à l'échauffement articulaire, cardio, renforcement, souplesse euh, et difficultés corporelles. Ensuite, il y a une partie danse qui dure entre 30 minutes et 1 heure en fonction des entraînements. On commence à travailler avec les engins sur le côté, donc on répète tous nos enchaînements et toutes nos chorégraphies sur le côté. Et ensuite, quand l'entraîneur est prêt ou prête, on passe en musique. C'est un peu ça le, le caractère général des entraînements de GR lorsqu'on est en compétition. Et aujourd'hui, je fais un peu moins de danse parce que comme j'ai moins d'entraînement, il faut que je me focalise plus sur les répétitions que sur la partie dansée. Et la partie dansée, réellement, elle est plus là pour euh, nous donner des bases techniques suffisantes pour pouvoir répéter avec des automatismes, pour qu'on n'ait plus à penser à la technique lorsqu'on répète sur le côté ou lorsqu'on répète en musique. Et donc j'en fais un petit peu moins, mais j'en fais toujours. Et voilà, donc en gros, échauffement, danse, répétition seule et répétition en musique. Ok, ça marche. Donc c'est plutôt des gros entraînements, mais tout inclus finalement. Il y a pas, c'est pas tellement divisé en une séance renfo, une séance, je sais pas, Ah non, comme ça pourrait être dans certains sports. en début d'année, en général, on propose surtout des, comment ça s'appelle, des échauffements qui sont plutôt cardio et renforcement, mais le format est plus ou moins le même tout le temps. On va parler un peu résultats et compétition, on va dire. Ok. Alors, j'ai un peu regardé sur ton site. Justement, j'aimerais bien que tu nous expliques un peu rapidement parce que ça a l'air très compliqué, mais au Oui, niveau des fédérations, justement, etc., parce que j'ai essayé de comprendre moi-même. Donc, tu es troisième du championnat national FSCF en Mhm. 2023 Mhm. et, par exemple, champion d'Espagne en 2020. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment ça fonctionne? Parce que du coup, Ok. euh, comme on l'a, enfin, on va en parler un peu maintenant, mais c'est pas reconnu la GR masculine, je crois, en France. Donc, Mhm. comment, quand tu remportes une compétition, comment en fait tu es classé finalement un peu, si tu peux un peu nous expliquer, et par rapport peut-être à l'Espagne où justement, comme tu as dit, c'est plus développé Mhm. à ce niveau-là, pour que les gens puissent comprendre un peu l'enjeu, je Ok. pense. D'accord. Du coup, en France, il y a plusieurs fédérations qui proposent la gymnastique rythmique en compétition. Euh, la fédération la plus importante, entre guillemets, c'est la FF Gym parce que c'est la fédération qui possède la délégation de service public de l'État. Donc, c'est cette fédération-là qui s'occupe de l'équipe de France, en gros. Ok. Et c'est la seule qui a le droit de s'occuper de l'équipe de France, c'est la seule qui a le droit de donner le titre de champion de France. En dehors de cette fédération qui s'appelle la FF Gym, il y a d'autres fédérations affinitaires qui s'appellent FSCF, UFOLEP, FSGT, UNSS, et c'est tout, je crois. Et toutes ces fédérations-là proposent aussi la gymnastique rythmique, mais ils ont le droit de donner le titre de champion national, pas le titre de champion de France. Ok. Et en général, les clubs de GR sont soit affiliés à une fédération qui est la FF Gym, soit à une fédération qui est l'une des fédérations que j'ai citées, ou alors en double fédération, donc à la fois la FF Gym et une des autres fédérations que j'ai citées. Moi, dans mon parcours, ce que je tente de faire, c'est d'avoir des titres nationaux dans l'ensemble des fédérations qui existent en France. Parce que je pense que déjà, c'est un gage de qualité. C'est une manière de promouvoir la gymnastique rythmique auprès d'un maximum de public, parce que les gens qui sont à la FF Gym ne voient pas forcément ce que les gens à la FSGT font, et inversement. Le fait de promouvoir du coup l'existence d'un garçon dans toutes les fédérations, ça permet je pense, débloquer les mentalités au fur et à mesure, et surtout le fait d'avoir des résultats dedans. En Espagne, c'est différent. Il n'y a qu'une seule fédération qui s'appelle la RFEG, et
les garçons concourent entre eux. Alors qu'en France, peu importe la fédération dans laquelle on va concourir, on sera toujours dans des catégories qui sont à la base prévues pour les filles et on sera intégré au classement, euh, au classement pour les filles. La seule différence avec les filles, c'est que les garçons ont accès uniquement aux catégories qui sont amateurs en France. Ok. C'est-à-dire que tout ce qui est haut niveau, élite, pôle sportif, équipe de France, les garçons, ça, c'est pas possible. C'est, on peut pas participer à ces compétitions-là. En Espagne, on peut pas faire partie de l'équipe nationale non plus, mais il y a une catégorie élite qui s'appelle la première catégorie. Et donc voilà, c'est un peu ça la différence. Et en dehors de ça, pour concourir de manière internationale, on peut euh, participer à des tournois internationaux qui offrent des catégories masculines ou qui acceptent de faire comme en France et d'inclure les garçons dans les catégories qui sont à la base prévues pour les filles. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Ok. Bon, je pense que Oui, c'est c'était un peu compliqué, je suis désolé, mais c'était déjà un peu plus clair, honnêtement. Vraiment des choses où quand on pense pas un peu à ce problème, je pense, on se rend pas compte de tous les enjeux, toutes les difficultés. J'ai une petite question un peu, je vais pas dire sensible, mais sur le sujet. Parce qu'on parle énormément justement des inégalités femmes-hommes, mais je veux dire dans ce sens-là, enfin genre des femmes par rapport aux hommes dans les sports, dans le travail, dans enfin, divers domaines. Et c'est souvent très médiatisé. Pardon. Ouais. Euh, Merci. Comment tu te places un peu toi là-dedans où justement, c'est pas du tout pour hiérarchiser les inégalités, je veux dire, Mhm. bien sûr que c'est pas juste dans tous les cas, mais est-ce que justement c'est pas difficile d'être un peu la voie inverse dans le sens où justement, bah là c'est vraiment un milieu féminin où justement les hommes tentent de se faire une place finalement. Comment toi tu gères un peu ça et est-ce que tu trouves que c'est, je sais pas, assez médiatisé ou entendu en tout cas, ou au contraire c'est un peu occulté parce qu'il y a tous ces autres débats-là Hmm. aussi en même temps en fait. Bah pour commencer, je comprends en fait, je comprends la dynamique dans laquelle on est parce que quand on parle d'égalité entre les hommes et les femmes, en réalité, on parle souvent de l'amélioration des conditions pour les femmes parce que c'est celles qui sont les principales concernées par les discriminations. Maintenant, en GR, je suis d'accord et il y avait la GR, mais il y avait aussi la natation artistique jusqu'à maintenant. J'allais en Euh, parler justement parce qu'il y a eu des lois là-dessus. et du coup, ça me paraît, enfin, à la fois, je comprends pourquoi on s'intéresse un peu moins à à ces combats-là qui sont techniquement les mêmes, mais dans le sens inverse, parce qu'on a plutôt l'habitude de se concentrer sur l'amélioration des conditions des femmes. Mais en même temps, euh, je trouve que c'est assez représentatif de l'hypocrisie en fait que l'on que l'on a quand on parle d'égalité entre les hommes et les femmes, dans la mesure où la GR de base euh, c'est un sport misogyne. C'est un sport clairement misogyne qui a pour objectif de base, hein, c'est plus vraiment le cas maintenant, mais de base, euh, c'est un sport qui a pour but de promouvoir ce qu'on appelle la féminité accentuée, donc le fait de promouvoir une image de la femme qui est acceptable, mais surtout euh, séduisante pour les hommes. C'est pour ça que dans ce schéma de pensée, on n'inclut pas les hommes dans cette pratique-là. Parce qu'on est dans un schéma hétéronormatif, on considère qu'un couple, c'est une femme et un homme, et que dans ce couple-là, la femme doit être jolie, et que donc elle doit pratiquer des activités qui sont sportives, mais pas considérées comme athlétiques, mais surtout sportives et esthétiques. Euh, et le fait qu'aujourd'hui, euh, toujours en 2024, la discipline est toujours uniquement féminine, alors que euh, on sait pertinemment que c'est pour plaire aux hommes que cette discipline a été créée, euh, et que quand on parle des garçons qui veulent faire de la GR, on les assimile directement à des homosexuels. On utilise cet argument-là pour, euh, pour dire que, en gros,
il faut pas que les garçons fassent ce sport-là parce que ça veut dire qu'ils veulent être des filles qui sont homosexuelles, etc. Et insulte, insulte, insulte. Ça, c'est le schéma typique. Je trouve que ça montre vraiment à quel point on déteste les femmes. Dans le sens où on a plus l'habitude de voir des filles qui reproduisent des schémas considérés comme étant masculins. Et du coup, c'est moins mal vu. Alors que dès qu'un garçon va reproduire un schéma qui est considéré comme étant féminin, même si c'est pas parce qu'on fait de la gère qu'on veut être une fille. Ça Mhm. a absolument rien à voir. Euh, mais dès qu'un garçon est inspiré par une femme euh, et va reproduire des schémas entre guillemets similaires, directement ça va être dégoûtant, directement ça va être mal vu, ou simplement on va pas s'en occuper. On va pas en parler. Donc je comprends d'un côté, je comprends le schéma, mais en même temps je trouve ça assez hypocrite, quoi. Ça va quand même dans les deux sens. C'est un peu montre à quel point on n'aime pas les femmes parce qu'on veut pas que les garçons reproduisent des schémas féminins, même si ils ne reproduisent pas des schémas féminins. Ils font juste une activité qui Oui. leur plaît. Oui, c'est ça, Donc c'est parce que c'était féminin à la base, et du coup, si des hommes le pratiquent, ça va devenir un sport, je sais pas, ou quelque chose de féminin aussi, alors que c'est. Enfin, je pense que ce sera jamais pareil de voir un homme faire de la GR et une femme faire de la GR. admettons, admettons, même si on avait comment dire, un garçon extrêmement féminin qui fait de la GR, un Oui. garçon avec des cheveux longs, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Chacun fait ce qu'il veut, c'est sa vie. Ouais, mais je Euh, pense qu'il y a une espèce de peur un peu enfin, injustifiée, parce que, comme tu dis, personnellement, enfin, je m'en moque, j'ai envie de dire exactement, chacun fait ce qu'il veut, chacun vit sa vie comme il veut, mais je pense qu'il y a une espèce de peur un peu. Bah, même totalement irrationnel, je pense que si hmm, on permet de faire euh, des sports entre guillemets féminins, les hommes soient plus des hommes, même si enfin, c'est totalement. Déjà, c'est impossible et ça n'a pas de sens. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'un homme? hmm. Ça peut aller très loin, mais ouais, je pense qu'il y a une espèce de peur comme ça, alors que enfin, quand je sais pas, une fille va aller faire du foot, on n'en est plus à se dire, ok, là, elle va se transformer en homme, mais Si, il y a encore des gens qui pensent comme ça. Il y a non, encore mais des gens qui... j'allais dire dans certains sports, justement, Ok. peut-être pas le foot parce que c'est à peu près neutre, on va dire. C'est juste un problème, je sais pas, un peu d'image ou de. Plutôt que juste laisser les gens faire ce qu'ils veulent et le sport qui leur plaît, ça. Enfin, ça va déranger personne. C'est ça, je pense que vraiment les gens vont trop loin, en fait. Les gens sont trop intéressés par le personnel des gens, des autres personnes, et on est un peu, on est un peu dans un schéma où les gens sont un peu xénophobes. Dès qu'ils voient un truc qu'ils comprennent pas, ils commencent à flipper. Oui, Et quand les gens reproduisent pas tous les mêmes actions et sont pas tous dans les, dans des, dans des boîtes très carrées, suivent pas les règles, ça crée des soucis alors qu'au final, ils font de mal à personne, ils font juste ce qu'ils aiment, quoi. ouais. C'est, Bah, je trouve qu'il y a une espèce de. On prône la tolérance, l'acceptation, beaucoup de choses. Et en fait, je trouve ça très faux. Peut-être c'est pas oui, mon féminin oui. en disant ça, mais je trouve que c'est vraiment, oui, on accepte tout le monde, alors qu'au final, c'est presque les personnes qui vont prôner ça, justement, qui vont faire le truc le plus restrictif après. Et personnellement, enfin, j'ai jamais besoin de dire j'accepte tout le monde. Une expérience comme ça, même à la fac ou des choses comme ça, c'est toujours les personnes qui vont prôner le plus de choses d'acceptation qui, au final, après, vont rejeter les autres qui vont pas penser pareil ou pas dire la même chose. Donc je me dis forcément, on est dirigé par un truc où on dit oui, on prône tout le monde et en même temps, on va assassiner toutes les autres personnes qui vont penser Hmm. ailleurs. Donc forcément, on peut pas, je sais pas comment on peut s'en sortir d'un espèce de schéma comme ça où c'est sans fin. Non, mais c'est clair. Je pense vraiment que les gens qui vont en parler le plus, euh, qui vont avoir besoin d'exprimer le fait qu'ils sont tolérants, euh, seront ceux qui vont avoir peut-être le plus de jugement, alors que ouais, voilà, les gens qui seront simplement indifférents, euh, seront les gens qui seront finalement pas, tolérants, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est, c'est les gens qui auront peut-être le moins de jugement, les gens qui vont juste s'en fichent, enfin, qui vont pas réfléchir. En fait, finalement, c'est plus ça dont on aurait besoin, de l'indifférence, que de chercher à être toléré par des gens. Ouais, Juste laisse-moi vivre.
Déjà, tolérer, c'est un mot un peu problématique, je pense, en fait. T'as pas à Mm. tolérer quelqu'un, il vit, il a le droit de vivre, il a le droit d'être à côté de toi. Donc, Oui. il n'y a pas de tolérance à avoir au départ, je veux dire. C'est un vaste débat, je pense. On pourra pas le résoudre avec ce podcast-là aujourd'hui. Mais justement, j'allais dire par rapport à la natte synchro que les règles venaient d'être changées et que maintenant, les hommes ont le droit de concourir. Il y avait déjà des duos mixtes, je crois, autorisés, mais maintenant ils peuvent concourir aussi dans les équipes, mais c'est un peu réglementé. C'est deux hommes, je crois, par équipe, et c'est un peu flou, apparemment, dans ce que j'ai vu de la réglementation. Donc justement, ça pose Ok. aussi d'autres problèmes. Mais bon, est-ce que toi, tu vois un peu des avancées aussi dans la GR, ou est-ce que c'est toujours un peu bloqué? Qu'est-ce que toi, tu as essayé de mettre en place? Est-ce que ça a marché, pas marché? Ok. En gros, la manière dont moi j'essaye de développer la gère masculine à mon échelle, la première chose, c'est en essayant de visibiliser un maximum mon propre parcours pour que ça puisse, bah, comme tu disais tout à l'heure, si tu vois pas, tu ne sais pas. Mhm. Donc, visibiliser un maximum mon parcours pour que euh, les parents, les enfants, les gymnastes, les juges puissent voir que ça existe et se posent de moins en moins de questions sur la légitimité ou non qu'il y ait un garçon qui pratique la GR. En dehors de ça, il faut pas se mentir et se voiler la face. Les résultats, c'est très important pour légitimer sa présence quand on est un public marginalisé. Et dans mon parcours, ça a été et c'est très marquant, c'est qu'en fait, quand je suis arrivé, tout le monde me traitait mal. Et au fur et à mesure, quand les résultats sont arrivés, quand la télé est arrivée, là, les gens ont commencé à devenir plus gentils, Ouais, c'est étrangement. ça. Parce que Donc, t'as une bonne couverture aussi médiatique. Enfin, j'ai l'impression en tout cas que, je sais pas si c'est suffisant, mais en tout cas, il y a eu un espèce d'engouement un peu où mhm. il y a eu pas mal d'articles, pas mal de médias. Donc, je pense que c'est comme ça que je t'ai connu au départ via Voilà. une vidéo. Donc, tu vois, je l'aurais pas su sinon. Voilà, comme quoi, du coup, bah, ça fonctionne bien. Le premier truc, du coup, c'est la visibilité, les résultats. En dehors de ça, je donne des cours de GR et je pense que c'est important qu'il y ait des figures masculines en dehors aussi du praticable, enfin, en dehors du praticable en tant que gymnaste, en tout cas, euh, une nouvelle fois pour légitimer la présence des hommes, pour faire comprendre on est là, on a autant de compétences que les femmes qui pratiquent. Euh, et aussi pour donner aux prochaines générations une vision plus ouverte de, de la GR. Avec mon association qui a été créée en 2018, on essaie de travailler sur trois pôles principaux qui sont bah, la médiatisation. Comme on l'a vu, c'est très important, donc en parlant un maximum avec, les médias. Le, le pôle sportif qui est en essayant de faciliter un maximum l'organisation, surtout de tournois internationaux euh, qui organisent du coup des catégories masculines, parce que on nous a fait comprendre que en gros, les institutions officielles n'avanceront pas tant qu'il n'y aura pas un engouement réel qui sera qui viendra du bas, en fait. Ils veulent d'abord que les gymnastes s'inscrivent dans une discipline qui n'existe pas Ouais. pour pour pouvoir la développer, parce qu'ils ont peur qu'il n'y ait pas assez de pratiquants, etc., même si ça, c'est un argument pour lequel ils se contredisent eux-mêmes avec le parcours. Ils ont ouvert le parcours avec quasiment aucun licencié, parce Mhm. que c'est une activité qui est ouverte à tous, etc., et qui peut être, je pense, un bon rémunérateur, euh, alors que la GR, malgré le nombre de pratiquants qui est quand même suffisant, parce qu'il faut savoir que du coup, en France, on est plus qu'en Espagne, mais juste, on nous voit pas, en fait. On nous voit pas. Alors que, on nous voit pas parce qu'il n'y a pas de compétition masculine, Et et que tous les... ça représente combien de personnes? Enfin, tu pourrais nous dire à peu près, je sais pas si tu as un chiffre Euh, en tête, mais je l'avais mis j'avais mis sur Instagram, mais en gros, en 2020 ou 2019, je sais plus, 2020, la fédération espagnole devait avoir un truc comme 180 licenciés. Et, ok. et nous, en France, on devait être 1%, donc entre 200 et 300. Ok. Et euh, en fait, on est tellement dispersés dans les différentes compétitions que
on voit peut-être un ou deux garçons par compétition, Ouais. mais en Espagne, ils sont tous regroupés au même endroit, donc on les voit tous d'un coup. Et donc on a Mm. l'impression qu'ils sont plus là-bas, alors que pas du tout. Mais pour revenir du coup à ta question, c'était le pôle sportif en facilitant l'organisation des compétitions, soit en trouvant des financements, soit en accompagnant les inscriptions, etc. Et le dernier pôle, c'est un côté un peu plus institutionnel et politique où on essaye d'engendrer des contacts avec les institutions sportives et politiques, surtout françaises, pour comprendre ce qui se passe et comment on peut trouver des solutions pour faire avancer les choses de manière officielle. Les derniers projets qui ont été organisés, c'est le tournoi international Amsterdam Masters, où l'objectif de l'association, c'était de d'avoir 10 garçons, mais on en a eu 7. Au dernier moment, il y en a 3 qui sont partis. C'est déjà bien, déjà, 7. Et pour ça, donc, on a trouvé un petit peu de financement pour aider les inscriptions. Le prochain projet, c'est l'Elegance Cup qui a lieu en France, à Calais, en janvier. Et l'objectif, ce sera le même, d'avoir au moins 10 garçons, essayons, et d'essayer d'aider les inscriptions, soit en trouvant des financements, soit en aidant côté administratif. Voilà. En dehors de l'association, du coup, j'ai commencé un doctorat l'année dernière en sciences du sport à Paris-Saclay, dans lequel j'étudie justement la non-inclusion des hommes en gymnastique rythmique. J'essaie de comprendre quelles sont les modalités de non-inclusion des hommes, comment elles s'articulent et quel est l'impact que ça a sur la pratique des hommes et sur leur socialisation euh, au sein de cette activité sportive et potentiellement de trouver des solutions pour aider les fédérations à développer les catégories masculines parce qu'au final, plus le sport féminin va se développer, moins on va en parler et plus on va parler de notre sujet. Donc, autant pour les fédérations, exterminer le problème avant qu'il arrive. Mm. Enfin, c'est comme ça que moi je pense, mais après, Ok. tout le monde ne pense pas comme ça. Du coup, tu me fais un peu le pont. Justement, tu prépares un doctorat. C'était important aussi pour toi de justement continuer des études et quand même des études assez poussées parce qu'un doctorat, tout le monde ne va pas jusqu'au doctorat même Mhm. sans faire de sport à côté. Pourquoi finalement tu as choisi ces études? Est-ce que c'était vraiment en rapport avec la GRS, la GR, je vais pas y arriver, déjà pour apporter quelque chose après à la GR ou est-ce que c'était pour toi parce que tu voulais vraiment un diplôme à côté? Pour moi, c'était un peu des deux parce que ma mère, comment dire, elle m'a toujours incité à, à travailler à l'école euh, en dehors de la gym et pas voir la gym comme le seul travail que je peux avoir parce que c'est assez dangereux, surtout en France, de focaliser sa, sa carrière professionnelle sur son activité sportive quand on n'est pas dans un sport dominant comme le foot. Donc, dans la manière dont j'ai été élevé, l'école, ça a toujours été très important. Et même si pour moi, la GR a toujours été en premier, euh, à la fois pour satisfaire ma mère, mais aussi comme objectif personnel, j'ai toujours voulu continuer à faire, euh, à faire des études pendant ma pratique sportive. Surtout de faire les deux en même temps. Parce que souvent, souvent les gens s'arrêtent au lycée, voire en début d'université, ou quand ils commencent à travailler, parce qu'il n'y a plus le temps. Et moi, j'essaie de toujours garder la GR, euh, de toujours mettre la GR en premier. L'école, c'est bien, mais c'est la GR en premier. Et du coup, j'ai toujours eu l'habitude de faire des études en même temps que l'école, j'ai toujours eu l'habitude d'avoir un train de vie un peu compliqué avec ouais, 8h30, 8h30, 17h30 l'école, après la gym, après le soir les devoirs, et comme ça tout le temps. Et donc j'ai toujours eu l'habitude de ça, et pour moi c'est un peu normal. Ouais. Et du coup, le choix du doctorat, c'était volontaire. Je savais, euh, je savais dès la licence euh, que je voulais avoir un doctorat. Je savais pas en quoi au début,
Ok. mais je sais que je voulais aller jusque là-bas. Déjà, euh, pas pour faire plaisir à ma mère, mais pour montrer un peu à ma mère que c'était possible de faire les deux, mais aussi pour avoir un backup professionnel si la gère ça fonctionne pas. Et Mm. bon, pour l'instant ça fonctionne donc ça va. Mais si un Tant jour mieux. ça ne marche pas, au moins j'aurai autre chose. Et j'adore ma vie comme ça. Je préfère ça. Je préfère ça que de choisir entre les deux et être à moitié comblé. Je préfère être tout le temps occupé, mais au moins faire un truc qui me plaît beaucoup, plutôt que de faire la moitié et de me poser des questions. Mais voilà, le doctorat, c'était un choix personnel. J'ai de la chance, c'est tombé sur de la Enfin, c'est un projet que j'avais proposé et que ma directrice a accepté. Voilà, le doctorat, c'est très difficile, mais c'est trop bien. Du coup, tu as toujours fait les deux un peu en parallèle. Comment tu gères un peu les entraînements, les cours, tout ensemble? Est-ce que tu as eu un peu des accompagnements, des aménagements, ou est-ce qu'au Non. contraire, c'était vraiment étudiant normal, entre guillemets, et à côté sportif, mais sachant que tu as les deux finalement qui doivent coïncider dans ta semaine? J'ai jamais eu d'aménagement officiel parce que hum, du coup, la non-inclusion des hommes en gymnastique rythmique de haut niveau fait que les hommes ne peuvent pas intégrer les pôles sportifs ou sport-études ou avoir des aménagements d'horaire ou avoir des dispenses par rapport à leur pratique sportive parce qu'ils sont considérés comme amateurs. Donc, c'est comme si quelqu'un qui fait, je sais pas, du foot une fois par semaine demande à arrêter l'école à 15 heures parce qu'il fait du foot à côté. Non, ça marche pas. Il faut avoir le statut de sportif de haut niveau et ça, les hommes en GR ne peuvent pas l'avoir. Donc, aucun aménagement d'horaire réel, aucune aide financière ni quoi que ce soit. Euh, donc non, ça a toujours été un côté l'école et un côté le sport. La manière dont je gère, honnêtement, j'y réfléchis plus trop maintenant. Quand j'étais petit, le cadre est venu assez vite. Parce que au lycée, c'est surtout au lycée où les choses ont commencé à se compliquer. Euh, les professeurs connaissaient mon parcours et étaient très gentil, c'est pas le mot, mais il m'aidait en fait. Ouais, Euh, bienveillant. oui, voilà. Il y en avait parfois qui acceptaient que je sois pas là à un cours quand j'avais plus d'entraînement parce qu'il y allait avoir le championnat de France, etc. Ils acceptaient de prendre les justificatifs d'absence des clubs quand on allait au championnat de France. Il y en avait qui savaient pertinemment que je devais partir 20 minutes avant parce que sinon j'arriverais pas à l'heure à l'entraînement, alors que de base tu peux pas partir. Bah oui. Ouais. Surtout au lycée. Les, les, les profs et le lycée a quand même été assez ouvert d'esprit sur ça et ça m'a aidé à avoir un cadre de travail qui fait que quand je suis arrivé à l'université où là on te jette et l'administration n'en a plus rien à faire de toi, tu es un numéro parmi tant d'autres. Bah, du coup, je savais quel réflexe avoir, comment gérer les périodes à la fois de partiel et en même temps les périodes de championnat de France qui arrivent en même temps. Et la manière dont moi je gère, c'est que je fais priorité par priorité. Si là, en ce moment, il va y avoir des partiels, je vais plus être en train de travailler plutôt que d'être à l'entraînement, ou alors je vais faire mes devoirs ou mes trucs à l'entraînement. Pendant, par exemple, on a souvent des assoupissements où en fait on est dans une position passive pendant 30 minutes, en gros, où tu restes en grand écart pendant 5 minutes et puis après l'autre côté, et puis après d'autres trucs et tu bouges pas t'es dans une position statique pendant un certain moment. Et du coup, pendant ces moments-là, soit je fais mes devoirs, soit j'apprends les trucs. Et en rentrant de la gym, je fais mes devoirs avant d'aller dormir. Et là, c'est pareil. La seule chose qui a été vraiment géniale, c'est quand j'étais en école de commerce en master, où là, du coup, l'administration était beaucoup plus dans l'accompagnement des élèves, parce qu'on est beaucoup moins et qu'on a payé. Eux, ils m'ont beaucoup aidé, franchement. Je, je suis très reconnaissant de l'école dans laquelle j'ai été, parce ils m'ont permis de faire des choses qu'à l'université, on m'a pas laissé faire.
Exemple, en troisième année à l'université, j'avais demandé à l'avocat qui travaille avec moi de faire un papier pour demander à l'université euh, de ne pas me mettre au rattrapage, mais de me faire passer à une session d'une autre classe pour pouvoir Mhm. participer à un championnat international. Et l'université a juste dit non, non, voilà. Et du coup, je suis passé au rattrapage, alors que l'année d'après et l'année suivante, les partiels étaient en même temps que le championnat d'Espagne. Et bah, l'administration de l'école de commerce m'a laissé la possibilité de passer mes partiels en distanciel. Et du coup, je les ai passés du coup le même jour que tout le monde, mais euh, je les ai passés bah, Entre deux. dans la... Non, même pas entre deux, dans la salle de compétition et à Ouais. l'aéroport. Et franchement, c'était trop bien. Parce que tu te sens vraiment comme si tu travaillais. Enfin, tu sens que c'est une posture professionnelle. Je sais pas trop comment le dire, mais c'est un truc qui pourrait t'arriver Oui. dans la vie professionnelle. Franchement, ça aussi, je pense que ça m'a aidé à avoir une meilleure culture du travail. Enfin, je sais pas trop comment le dire, mais à avoir un meilleur sens de l'effort euh, et une meilleure gestion, je pense, de à la fois l'école et l'université. Et la GR, pardon. En fait, je pense qu'en France, je sais pas si c'est pareil ailleurs, mais je pense que c'est très compliqué au niveau des écoles, etc. Vu qu'il y a tellement de règles et de cadres, quand c'est hors cadre, entre guillemets, on sait pas faire. Et du coup, il y a pas, ils ont pas le droit ou ils veulent pas prendre le droit parce qu'ils savent pas, etc. Donc en fait, il y a plein de trucs qui bloquent où ils sont juste, bah non, mais du coup, on va appliquer bêtement le truc. Ouais, flemme. Et peut-être on pourrait trouver une solution, mais vu qu'on n'est pas trop sûr, genre, on Mm, fait exactement. un atout. Après, pour plus tard, au niveau organisation, parce que tu seras là, t'es calé à toute situation. On arrive bientôt vers la fin de ce podcast. Je vais pas te retenir 15 heures, sachant ton emploi du temps très Ah chargé. non, non, c'est pas grave. En plus, j'étais en retard, donc. Faut pas dire ça. Oups! C'est quoi un peu là tes objectifs, tes ambitions, on va dire là par exemple dans l'année et puis peut-être à la fin à la fin de ton doctorat, est-ce que c'est la GR encore pendant un temps? Qu'est-ce que c'est un peu tes objectifs, tes ambitions, projets? Je sais Déjà, hum, je sais que je vais continuer la GR jusqu'à ce que mon corps y veuille plus, déjà. Parce que je pense que c'est bien euh, comment dire, quand on a la passion, parce que c'est vrai que comme on disait tout à l'heure, il y a beaucoup de gens pour qui ça se passe très mal. pas. Et moi, j'ai la chance d'être bien tombé et d'avoir encore après 15 ans autant de motivation et d'envie que quand j'étais petit. Donc, je veux garder ça quand même le plus longtemps possible. Maintenant, pour cette année, en termes de gymnastique, je veux participer à un maximum de tournois internationaux dans lesquels il y a des catégories masculines et essayer de les gagner. Soit être premier, soit faire partie du podium au maximum. Ensuite, en ce qui concerne le doctorat, je veux absolument qu'il soit qualitatif. Je veux que ce soit un papier qui représente à la fois l'excellence de notre sport, mais aussi de l'université, mais qui puisse permettre d'avoir un impact sur la discipline, que ce soit pas juste un Ouais. papier comme un autre, qui ait une importance et qu'on puisse, euh, qui puisse servir à quelque chose, en fait. Mm, mm. Et en dehors de ça, j'ai beaucoup de projets, surtout de coaching. J'adore donner des cours de GR. J'aime trop ça. C'est trop, trop bien. Et j'aimerais en donner un peu plus petit à petit. Et, et voilà, des projets secrets après dont je parle pas trop parce que je me rends compte que quand j'en parle, ça arrive pas. Donc, Ah, on parlera pas des projets secrets. j'en parlerai quand ce sera terminé. Non, t'as raison, je comprends. Je rebondis sur ce que tu disais de donner des cours, d'apprendre finalement la GR. C'est vraiment quelque chose d'important pour toi d'enseigner, de transmettre dans ta vision, je sais pas, de la GR. C'est vraiment Mhm. un truc qui, pense, t'apporte quelque chose et qui en même temps t'as envie de donner aux autres. C'est un peu ça le, le schéma. Je sais pas dans lequel tu t'es. Ouais, en fait, par exemple, moi, ce que j'aime vraiment, c'est quand
Par exemple, chez les petits enfants qui ont 8 ans, à qui je donne des cours, ce que j'adore, c'est quand elles arrivent et que, par exemple, on va faire la roue et qu'elles sont effrayées et qu'elles ont, Ouais. elles ont, elles ont peur, 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 et qu'à la fin de l'année, cette petite fille qui était en train de pleurer parce qu'elle allait faire la roue, euh, elle fait la roue avec une main en fermant les yeux et tout, Ouais, c'est ça. et que la fille, elle rigole, en rigolant et tout, elle a plus peur de rien, et que limite, quand tu lui demandes des trucs plus compliqués, ce sentiment de peur, il disparaît, et que tu sens elles se sentent bien en confiance et en sécurité, et qu'en même temps, elles apprennent des trucs, et qu'elles sont contentes d'elles, et qu'après, elles rentrent chez elles, et elles essaient de tout montrer à leurs parents et tout. Et enfin voilà, je trouve ça trop bien. C'est trop bien. Je comprends. Pour finir un peu, après, je vais te poser des petites questions plus, moins intellectuelles, on va dire. Ok, ok. Et ce serait quoi ton petit mot un peu pour les gens qui, je sais pas, voudraient se lancer dans la GRS, dans la GR, oh là là, j'arriverai jamais, qui, je sais pas, qui débutent ou qui osent pas débuter, peut-être justement, ce serait quoi un peu tes conseils ou qu'est-ce que tu leur dirais pour justement leur dire juste d'y aller, quoi. De foncer. Ok. Alors, ça dépend du public parce que je pense que chaque public a Mm. un message différent. Mais l'une des choses qui est générale, c'est que euh, il faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur du regard des autres à la GR. Parce qu'en vrai, pendant un cours de GR, on- tout le monde est en train de souffrir. Donc, tout le monde Ouais. s'en fiche de ce que tu fais. Enfin, honnêtement, les GR à côté de toi, elles vont pas se moquer de toi parce qu'elles-mêmes, elles sont en train de mourir. Donc, il faut pas, hein, il faut pas avoir peur, il faut pas avoir peur de se lancer quand notre peur, c'est le regard des autres parce que je suis pas souple, parce que je sais pas faire ci, je sais pas faire ça. Euh, Honnêtement, il faut pas du tout avoir peur. À la limite, c'est bien de pas savoir faire plein de choses parce que sinon, ça n'a pas de sens de s'inscrire dans un cours. Vous êtes là pour apprendre et les gens qui vont apprendre avec vous seront aussi bienveillants que vous et à la limite, vous pourrez même faire vous devenir des amis. Et c'est ce qui se passe justement pour mon cours adulte où il y en avait plein qui avaient peur parce qu'ils étaient pas, ils sont pas souples du tout et qu'ils ont cette vision de la GR qui est un sport un peu élitiste, un peu avec beaucoup de messes basses, un peu à la danse classique, sournois et tout. Ouais. Et en fait, pas du tout. Les gens sont vraiment très gentils, surtout les gymnastes. Et voilà. Ensuite, en ce qui concerne, pardon, les garçons, de manière générale, qui ont peur des insultes et des répercussions négatives que ça peut avoir, je pense que le plus important, c'est d'être conscient que le regard des autres ne nous concerne pas vraiment. C'est ce que les gens vont dire de nous, euh, c'est pas la réalité déjà. C'est pas vrai, c'est pas une vérité exacte. Et surtout que si tu as envie de le faire, n'aie pas peur de le faire. Parce qu'il y aura toujours des gens pour t'accompagner. Et les gens qui vont t'insulter seront juste des gens qui ont des problèmes chez eux et qui ont besoin de faire l'effet miroir sur des personnes qui sont en face. Et voilà, c'est un peu les deux choses que je voudrais faire retenir, qu'il faut pas avoir peur, les gens sont très gentils et que ce que les gens vont dire, en réalité, on s'en fiche parce que ça ne nous concerne pas. Ouais, ouais, c'est des bons conseils généraux. Je pense que ça pourrait s'appliquer à plein de, enfin pas que à la GR, mais à plein de domaines. Donc assez d'accord avec ça. Vu que le podcast s'appelle Graines d'artiste, c'est quoi pour toi, on va dire, la vie d'artiste? Qu'est-ce que ça représente? Beaucoup d'émotions et beaucoup de gestion de ces émotions. Euh, Gestion dans le sens, je pense que les artistes sont des personnes émotives et qu'elles utilisent l'art pour projeter leurs émotions de manière saine. Donc voilà, les émotions en numéro un. Numéro deux, beaucoup de travail, beaucoup de travail personnel et de ce que, ce que moi je considère comme étant un peu, comment on dit, de l'artisanat, beaucoup de, de travail qu'on fait soi-même, Ouais. euh, euh, beaucoup de recherche personnelle, beaucoup d'attention à, à sa personne, mais au monde qui nous entoure aussi.
pour être inspiré et pour pouvoir travailler. Quoi d'autre? Beaucoup d'empathie aussi, je pense, quand même. Beaucoup d'empathie pour soi et surtout pour soi. Parce qu'on a tendance, je pense, à être un peu perfectionniste quand on fait de l'art ou un sport avec des dominances artistiques où on veut que tout soit exactement parfait, sachant que la perfection n'existe pas. Il faut pouvoir se donner le temps de, de réaliser ses objectifs. Il faut pas aller trop vite et il faut ne pas avoir trop peur de l'échec non plus. Parce que c'est pas possible de tout faire parfaitement du premier coup, c'est pas possible de tout faire parfaitement tout court. Donc voilà, voilà, émotion, empathie et travail. Très bonne, bonne définition. C'est la première fois que je pose cette question dans le podcast, mais c'est une bonne première réponse, hyper intéressante. C'est vrai que on parle pas trop des émotions, mais je pense qu'effectivement, artistes, émotions, etc., c'est des choses super liées, même si on sait pas forcément comment les gérer justement et les exprimer. Donc, c'est intéressant. Tu as parlé aussi d'inspiration. Du coup, Mhm. euh, prochaine question. Est-ce qu'il y a un lieu ou un endroit, ça peut être totalement improbable, qui t'inspire justement? Tu veux dire des endroits où il y a plein d'idées qui viennent ou un endroit qui m'inspire particulièrement? Comme, Ok. j'allais dire qui t'inspire toi dans le sens où tu as les idées des choses, mais qui ça peut être un peu dans les deux sens, je sais pas. Si tu penses à deux lieux différents, tu peux dire. Bah, en fait, là où je tire comment ça s'appelle, où j'ai le plus d'idées, Mhm. euh, c'est un peu n'importe où. C'est un peu Ok. vraiment, je vois un truc et ça va Ouais, me réveiller un truc. Par contre, c'est vrai que mon lit et la douche, c'est deux endroits où je cogite. mon cerveau bouge très vite et où parfois bah, beaucoup de chorégraphies se font comme ça, où bah, j'écoute la musique dans mon lit ou dans la salle de bain et d'un coup il y a des trucs qui viennent. Mais de manière générale, oui, tout mon entourage, tout mon environnement est assez inspirant. Un autre, enfin l'autre partie de ta question plutôt, euh, les univers de jeux vidéo, je trouve ça vraiment super inspirant. Je trouve Ouais. ça incroyable. Le jeu typique qui m'inspire le plus, c'est Final Fantasy X, le 13 et ouais, le 10 et le 13. Et en fait, c'est vraiment des univers dans lesquels à la fois la musique est tellement bien réfléchie par rapport justement je sais pas comment on appelle ça, mais enfin par rapport à l'image. Je sais pas Ouais. trop comment dire, mais on a l'impression que la musique est en parfaite concordance avec les couleurs, les personnages, l'histoire au bon moment et ce qui se passe. Le jeu est sorti en 2001, 2002. On est en 2023 et j'y joue encore. Moi, les jeux vidéo de base, voilà, c'est pas un truc plus que ça. Mais ce jeu-là en particulier, enfin, je pense que c'est un truc qui m'a déjà aidé à développer ma personnalité et le côté surtout très persévérant de ma personnalité, mais aussi le côté artistique le lien avec les couleurs et la musique et tout, et l'histoire. Enfin, c'est incroyable. Voilà. Est-ce qu'il y a des, justement, c'est vraiment très large, hein, ça peut être musique, vidéo, livre, j'en sais rien, podcast, conte, je sais pas, tout ce qui Ok. peut te passer par la tête, que tu aimerais recommander, qui t'inspirent, qui te font te sentir bien, qui te motivent, des choses positives, on va dire. Ok. Euh, déjà, en termes de musique, après, le truc aussi, c'est que comme je suis à la GR, je suis obligé, enfin, je suis pas obligé, mais on Oui. écoute vraiment des styles très différents Mhm. de musique. Donc, il va y avoir des trucs peut-être qui vont me plaire, qui vont pas plaire aux gens. Mais euh, je sais que moi, par exemple, pour préparer les compétitions et pour m'aider à baisser mon taux de stress, euh, j'écoute des musiques très populaires, mais j'écoute beaucoup de, euh, de trucs genre Cardi B, Megan Thee Stallion, et ce genre de trucs où en fait elles disent beaucoup de gros mots. Ouais, Elles disent beaucoup de gros mots et de trucs obscènes, et en fait ça crée un sentiment de gênance, mais ouais. qui est très drôle en fait. Et du coup, enfin, moi, ça m'aide à ne pas réfléchir à tu vas passer dans 10 minutes
Ok. Tu dois être prêt dans 10 minutes. Ton ballon, il est de l'autre côté, tu n'as toujours pas commencé. Donc, ça m'aide beaucoup. Sinon, je sais que ce que j'aime beaucoup écouter, c'est Franz Liszt. À l'inverse, bon, c'est du classique, hein, mais c'est très romantique, c'est très onduleux, c'est très doux. Et mais en même temps, c'est très passionné. Je sais pas, je trouve que ça reflète bien mon caractère, je trouve. Et voilà, en termes de musique, vraiment, c'est deux styles totalement différents que j'aime écouter. En termes de... Tu m'avais dit quoi? Tu m'avais dit musique, tu m'avais dit... Après, en contenu, ça peut être livre, film, je sais pas, conte ou ressources. Euh, Ouais. film, je suis très Matrix. Enfin, Matrix le premier. Parce que après, voilà. Ok. Euh, Que le ouais. premier. Pas que le premier, mais vraiment le premier, c'était un chef-d'œuvre. Et après, quand ils sont allés dans les souterrains, ça a commencé à être un peu n'importe quoi. Mais vraiment, celui-là, parce qu'ils ont un style pareil. Bah, c'est toujours la même chose. Visuel et musique et même style vestimentaire qui est tellement propre au film. Il y a une identité tellement forte que si on te montre une image, tu sauras directement. Ou si on te fait écouter la musique, tu sauras. Alors que ça n'arrive pas pour tous les Ouais. films. Je trouve que c'est assez caractéristique de ce film-là. J'aime beaucoup les Aliens, Alien vs Predator aussi. Et les séries, qu'est-ce que j'ai bien aimé? J'ai bien aimé, comment elle s'appelle? Queen Charlotte. Mm. Ça, Ouais. c'était vraiment très beau. Très dur, mais très beau. Mm, Et mm. voilà, après, j'avoue, je regarde pas trop la télé, honnêtement. Je regarde jamais la télé. Enfin, pour l'instant, j'ai pas encore commencé beaucoup de podcasts, honnêtement. Il faudra peut-être que je fasse. Ça prend du Mais temps aussi, honnêtement. en Non, fait, je sais pas par quel sujet commencer. Parce que je vois qu'il y en a beaucoup, mais je sais pas lequel m'intéresserait suffisamment. En fait, finalement, les podcasts, c'est un peu des séries, quoi. Et oui, faut sûr. ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Mais ouais, pour l'instant, je sais pas trop en termes de séries. Non, mais c'est déjà des très bons, très belles recommandations. Ou est-ce que tu as un peu un dernier mot ou quelque chose que tu voudrais dire pour un peu conclure finalement cette session podcast qu'on a eue aujourd'hui Euh, ensemble? J'aimerais bien quand même juste, ouais, je pense que c'est important, inciter les gens à voir leur vie comme une expérience unique qui est la leur et pas celle des gens qui nous regardent. Dans le sens où vraiment on a qu'une vie. Elle est très très courte. J'ai déjà 25 ans. Et du coup, il faut la vivre pour soi, pas pour les gens qui sont en face et qui nous regardent. Parce que sinon, on gâche notre vie à plaire à des gens en fait qui sont pas nous. Et ça n'a pas de sens de vivre une vie pour les gens quand tu nais tout seul et tu vas mourir tout seul. Donc, il vaut mieux que ça te plaise à toi qu'aux autres. Donc voilà, si vous voulez faire la guerre et que vous avez peur, vous n'avez qu'une vie. Voilà, Allez-y. vous envoyez un message, on t'envoie un message et c'est bon, quoi, ça part. C'est des bons conseils. Je pense que quand on se rend compte qu'il faut vivre un peu pour soi, ben, on peut apprécier encore plus de vivre avec d'autres personnes aussi, mais justement, ça se passe mieux. Donc, ce sera le petit mot de la fin. Merci d'avoir été avec moi sur ce podcast. Du coup, tu étais le premier homme du podcast, justement. Et ben, je suis super contente. C'est vrai que spontanément, j'avais beaucoup plus de femmes dans mon répertoire. Mhm. Je pense que c'était super intéressant et qu'on a pu parler de quand même pas mal de sujets importants, mais Mhm. aussi inspirants. Donc, merci beaucoup. Pas de problème, merci à toi, c'était trop bien. Franchement. Bah, tant mieux si ça t'a plu. Je mettrai tous tes liens, etc. dans la Ok. description pour que ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent sur YouTube puissent bah, aller voir ce que tu fais, te suivre, etc. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à réagir à ce qu'on a dit. J'aimerais bien qu'on puisse discuter un peu via ce podcast après, donc n'hésitez pas à commenter, à liker si ça vous a plu, je fais ma petite pub, et puis à vous abonner pour les prochains podcasts qui arrivent très bientôt.